Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Vous êtes en direct sur Décideurs TV et MyTF1 News. Comme chaque mardi de 12h30 à 13h, vous en avez l'habitude, nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Dans un environnement où la question de la diversité suscite l'intérêt de tous, dans la mesure où les évolutions démocratiques à l'intérieur des pays et la mondialisation des marchés et des entreprises, nous nous posons la question cette semaine, la diversité est-elle un bienfait pour la compétitivité des entreprises? Et pour débattre de ce sujet, j'ai le grand plaisir de recevoir Gilles Verrier, directeur général d'Identité RH, un cabinet en organisation et en conseil en ressources humaines, et Pierre-Marie Argouarche, directeur des ressources humaines de la Française des Jeux. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, que mettons derrière ce mot diversité? Gilles Verrier. Si vous voulez, au départ, la diversité elle a été définie par rapport à son contraire, la discrimination. Or, la discrimination, elle peut se faire sur de nombreux critères. Ça peut être effectivement en fonction de l'origine, mais ça peut être aussi sur le sexe, sur l'âge, sur l'orientation sexuelle, etc., etc. En fait, la loi définit 20 critères de discrimination qui doivent être prohibés. Et donc, à mon sens, c'est peut-être plus intéressant de parler des diversités sur l'ensemble de ces critères plutôt que de la diversité au sens large. Alors, selon les pays, et en effet, vous l'avez dit, il y a 20 critères en France. Ça peut changer, en effet, dans d'autres pays, mais il est pour habitude, quelque part, je dirais, la jurisprudence établit 4 critères principaux, 4 axes, le handicap, l'âge, la parité homme-femme et l'origine. Est-ce que, Pierre-Marie Argouarche, vous êtes d'accord avec ces 4 critères? C'est votre politique de la diversité, elle se conduit sur ces 4 axes? Oui, tout à fait, en commençant par une définition plus positive que ce qui vient d'être dit, dans le sens que c'est l'égalité des chances, la diversité. Et ça tombe bien parce que c'est dans l'ADN de la Française des Jeux de travailler sur l'égalité des chances de ses joueurs qui sont ses clients. L'égalité des chances sur les âges, sur les anciennetés, sur l'égalité homme-femme, sur le handicap. Ça veut dire travailler fortement sur le sujet. Il y a 2 manières de voir ces sujets. Ou bien on essaie de respecter les dispositions légales, ou bien c'est déjà un premier stade, on a décidé que ça fait partie d'un des ingrédients de la performance de l'entreprise. Et puis, on peut encore aller plus loin comme étant un moyen pour attirer les meilleurs talents dans un projet marque employeur, par exemple, ou dans une approche RSE. Mais alors, pratiquer concrètement la diversité dans une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, commençons déjà par un sujet important, le handicap. À la Française des Jeux, en moins de 4 ans, on a fait passer notre taux de handicap direct et indirect de 2,6 en 2009 à 6,5 en 2013. Ça ne s'est pas fait tout seul. Je crois que les ingrédients pour avancer dans cette démarche, c'est les petits rues font les grandes rivières. Il faut travailler tout azimut. C'est plus facile, comme c'est le cas à la Française des Jeux, quand on a le soutien indéfectible d'un président et d'un directeur général. Et je crois aussi que d'avoir une personne dédiée dans l'entreprise sur ces sujets, pour faire du sourcing, pour aller plus loin et pour essayer de trouver des candidats à l'extérieur pour les faire entrer dans l'entreprise, c'est aussi un moyen d'y arriver. Dernier point, ça ne se fait pas tout seul. Certes, la DRH s'implique, mais vous devez impliquer la ligne managériale et tous les collaborateurs. On a à la Française des Jeux fait une sorte de mini-formation, demi-journée, information, avec une société de théâtre qui a fait des mini-sketchs de présentation, de situations d'entreprise, qui fait une sensibilisation très forte et nous avons eu la chance de pouvoir le faire à 100% des collaborateurs. Alors, maintenant, il faut quand même se poser la question, pourquoi a-t-on intérêt à mettre en place une politique de diversité? Je le disais en introduction, en effet, c'est une manière quelque part de calquer l'évolution de la société, l'évolution démographique de nos pays, de nos sociétés, l'évolution aussi de la mondialisation. Mais quelles sont les raisons pour une entreprise d'intégrer cette politique de diversité? En fait, à mon sens, il y en a 3 qui sont souvent mises en avant par les entreprises que je peux accompagner. La première, ça va être autour de la gestion du risque. En gros, l'image de l'entreprise, si on ne fait pas attention à ça, on va avoir demain un problème. Ou on a eu un problème sur le sujet, on a été l'objet d'un testing, on a été l'objet de... Et du coup, on investit ce terrain-là dans une logique de réduire le risque. Bien. Deuxième motivation qui a souvent été mise en avant quand les premières politiques de la diversité ont été construites, la motivation autour de l'éthique, de la morale, autour d'une démarche RSE par exemple. Il faut qu'on fasse attention à ne pas discriminer.
On est bien d'accord sur ces deux premières motivations, on est beaucoup sur du défensif. La troisième, elle est effectivement autour de la recherche de performance. Vous avez un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui disent « pour être plus performants, nous devons être plus divers sur ces différents critères ». Et on doit travailler sur ces différents critères en étant clair aussi sur le fait qu'on peut avancer sur certains critères de diversité et que certaines entreprises ont du retard sur d'autres et que là, il s'agit de bien choisir effectivement ces axes de travail. Pierre Argouarch, pardon, vous êtes d'accord avec ces trois raisons énoncées par Gilles Verrier ? Je suis d'accord et surtout sur la dernière, la diversité, moi je le couple à l'intelligence collective. Plus on est divers, plus on est différent, plus on est riche dans la créativité. Et donc c'est un instrument de création de valeur, c'est de l'intelligence collective, c'est des groupes de travail, c'est peut-être, je vais prendre un exemple, dans le monde informatique on a beaucoup d'ingénieurs et peu d'écoles de commerce et de personnes de formation universitaire, ou à l'inverse au commercial, au marketing, beaucoup d'écoles de commerce. On dira ce qu'on voudra. En France, suivant le diplôme qu'on a suivi en début de carrière, on est un peu formaté. Si on a les mêmes formats partout, on ne générera pas de la création de valeur. Donc l'intelligence collective s'appuie sur une politique diversité pour avoir le maximum d'origine, diplôme déjà, et puis d'origine milieux sociaux pour créer de la valeur. Alors, que répondez-vous à Romain? Vous savez, vous le savez, dans cette émission, les internautes ont la parole. Et Romain demande, est-ce parce que l'entreprise est diverse qu'elle est performante ou est-ce parce qu'elle est performante qu'elle peut appliquer des mesures diversitaires? Moi, je pense que c'est un ingrédient de création de la performance. C'est pas parce qu'elle est performante et qu'elle va bien qu'elle se met à faire de la diversité. Je pense que c'est à l'inverse. En développant cette diversité, qu'on aura une performance et une performance renouvelée. Je vous rappelle que le rôle d'une direction des ressources humaines ou de dirigeant d'entreprise n'est pas de pressurer son personnel sur une année pour avoir des résultats exceptionnels et puis après on ramasse ce qui ne s'est pas bien passé, c'est de travailler avec des mesures pérennes dans la durée et je vais même oser dire développement durable, c'est-à-dire avec quelque chose qui ressemble à une entreprise citoyenne ou une entreprise qui fait de la RSE. Alors, quels sont ces avantages justement sur la performance économique? Moi, je dirais que je vais compléter la réponse à Romain parce que c'est une logique de bon sens de se dire on est plus divers, donc on sera plus performant. Maintenant, quels sont les mécanismes qui entrent en œuvre? Et il me semble qu'il y a trois mécanismes. Un premier mécanisme qui est assez simple à comprendre, qui consiste à dire si nous voulons satisfaire nos clients, il faut que d'une certaine manière on leur ressemble. Si demain, pour travailler sur l'habillement bébé d'une enseigne de la distribution spécialisée, je n'ai que des hommes sans enfants, il y a un moment où ça ne va pas coller. Et donc, ça renvoie par exemple à des politiques diversité comme celles menées par le groupe Casino. Le groupe Casino, dans le cadre de la politique de la ville, depuis une quinzaine d'années, s'est dit, quand on implante un nouveau magasin, il faut que notre équipe, elle ressemble aux clients qu'ils rencontrent. Et ils ont institutionnalisé les remontées d'informations par les équipes, les remontées d'informations des clients par les équipes, en capitalisant sur cette dimension. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, pour moi, il est RH. Si vous voulez, on sait très bien que dans certains secteurs, dans certains métiers, bien qu'on ait un niveau de chômage extrêmement élevé au global, il y a des pénuries de compétences. Se dire « je me prive de ressources de qualité sous prétexte qu'ils ne rentrent pas dans les schémas ou dans la population dominante de l'entreprise », c'est une absurdité. A contrario, ouvrir ces recrutements sur l'ensemble des critères, là c'est une source d'efficacité. Et puis, et c'est là qu'on se rejoindra, il y a le troisième critère qui est celui directement, avec un impact direct sur la performance économique, mais que moi je qualifierais comme permettant l'enrichissement des décisions. L'entreprise aujourd'hui c'est des décisions, des micro-décisions à tout moment. Est-ce qu'en mettant des clones dans une pièce, on va prendre une bonne décision ou est-ce qu'en introduisant un élément de diversité, on ne va pas enrichir la décision? Je vais raconter une anecdote vécue. Il y a quelques années, je travaillais avec les dirigeants d'une grande banque française, je ne la nommerai pas. Leur sujet, c'était comment faciliter l'accès des postes à responsabilité aux femmes. Ils avaient vu une intervenante sur le terrain du féminisme et ça ne s'était pas bien passé. Et puis derrière, je leur ai posé une question. Aujourd'hui, quand vous prenez une décision à 3, autour de la table, il y a 3 hommes, 3 Français, 3 quinquagénaires qui ont tous commencé dans cette entreprise. Imaginons que demain, vous changiez un de ces critères. Parmi les 3, vous introduisez ces 2 hommes, une femme, ou ces 2 Français, un Italien, ces 2 quinquagénaires, un trentenaire. Est-ce que la décision sera moins bonne, de qualité identique ou meilleure? Ils étaient d'accord sur le fait qu'elle ne serait pas moins bonne, et leur réponse a été, elle sera sans doute aussi bonne et peut-être meilleure.
Et vous voyez, à partir du moment où ils avaient identifié qu'il y avait ce lien entre l'enrichissement de la décision, du fait en gros de l'altérité des participants à la décision, ils se sont mis à travailler sur la diversité, parce que ce n'était pas juste une danseuse du président, c'était un enjeu d'efficacité, ce qui est leur métier de tous les jours. Alors, Pierre-Marie Argouache, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que eh bien, la diversité, ça augmente aussi la complexité. Et on sait qu'une entreprise, on entend les discours des directeurs généraux, a besoin de se recentrer sur une identité, un positionnement. Comment on gère justement ça, à la fois une identité forte et eh bien, des collaborateurs divers? Moi, je pense que ça fait partie de cette identité. On l'a dit tout à l'heure, les collaborateurs sont nos clients sont nos collaborateurs. Et donc, il faut qu'il y ait une véritable identité commune. Et cette diversité, plus on la développe avec les collaborateurs, deuxième aspect de la diversité qu'on n'a pas évoqué, c'est un petit peu pour pouvoir gérer tous les autres critères de personnes qui ne se sentent pas bien dans leur vie professionnels puissent, dans une entreprise, accéder à des relais d'écoute pour pouvoir exprimer un petit peu ce qui se passe dans leur travail. On a par exemple à la Française des Jeux créé un observatoire du bien-être au travail. Je préfère toujours positiver sur le bien-être plutôt que de faire un observatoire du mal-être. Il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont en bien-être, mais en tout cas, ce sont des collaborateurs eux-mêmes qui ont été formés comme relais d'écoute pour entendre tout sujet qui mériterait d'être traité pour trouver une solution, et la DRH est à la disposition. Donc ça fait une source d'écoute bien supplémentaire, et je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est animé par les collaborateurs eux-mêmes. Alors, Nico75 nous demande nos dirigeants s'entourent souvent de gens qui leur ressemblent, souvent sans recherche de diversité. On voit bien cela dans la constitution des comités de direction lorsqu'un nouveau dirigeant arrive. Ce qui vaudrait pour les salariés ne doit-il pas être applicable également aux dirigeants ? J'ai envie de vous dire, le poisson pourrit par la tête. Hein. C'est évident que le jour où, dans une entreprise, vous avez une équipe de direction diversifiée sur l'ensemble des critères, une grande partie du sujet est traitée. Mais j'ai envie de vous dire, en même temps, moi je comprends la tentation naturelle de s'entourer, je vais forcer le trait, de clones. C'est plus facile au quotidien, mais c'est autrement moins riche dans ce qui se joue derrière. C'est ce que je vous demandais, Pierre-Marie Argouache, justement. Il y a bien quand même une complexité à gérer. Comment on la gère, cette complexité? Il faut vraiment de la volonté et être vigilant tous les jours, parce que si on laisse faire les choses, la facilité, c'est justement les clones au niveau des diplômes et des recrutements. Combien de fois je me suis battu avec un dirigeant sur un recrutement où il y a 2 candidats, un plutôt atypique, riche au niveau personnalité, mais il n'a pas le diplôme de l'école qui... Et l'autre, il a le diplôme de l'école qui d'habitude prépare, mais il y a moins de richesse dans la personnalité, etc. De toute façon, le recrutement est une science difficile. Je recommande toujours de tenter l'expérience avec une personne beaucoup plus atypique qui apportera sa différence. Et je l'ai vécu dans ma chair. J'ai été DRH dans un groupe de grande distribution et dans la logistique de ce grand groupe de distribution qui s'appelle les Mousquetaires. Et ils recrutaient un DRH et moi je venais du monde de l'assurance et mon directeur général m'a dit j'hésitais entre les 2 candidats, soit un DRH qui venait de la logistique, soit un DRH qui venait d'un autre monde, le monde de l'assurance. Et j'ai fait le choix de recruter un DRH qui venait d'un autre monde pour apporter des choses différentes, des choses nouvelles. Je savais ce que c'était qu'un DRH de la logistique. Vous voyez, il me semble qu'après, on ne vit pas dans un monde de bisounours. C'est-à-dire que dire maintenant, on a une politique de diversité, on est vigilant à, ça suppose aussi un certain nombre d'autres transformations dans l'entreprise. Ça suppose, à mon sens, plusieurs transformations. La première, c'est sur les processus de décision. Est-ce qu'on est sur une décision autocratique? Est-ce qu'on est sur une décision majoritaire? Ou est-ce qu'on est sur du débat qui construit la décision à partir de l'ensemble des apports sur la décision? Ça, c'est un vrai sujet. Deuxième élément, vous avez un certain nombre d'études, notamment qui ont été menées aux États-Unis, qui ont démontré qu'une équipe hétérogène était moins efficace qu'une équipe homogène si les processus d'interaction n'étaient pas travaillés. Vous mettez, je vais vous prendre une image, vous mettez quelqu'un qui ne parle qu'anglais avec quelqu'un qui ne parle que français, si vous leur dites maintenant produisez, ça va être compliqué, il faut un traducteur. Et donc il y a un moment où la responsabilité de l'entreprise, c'est aussi d'apprendre aux individus différents qui la composent à interagir, à travailler ensemble. Ça, c'est un autre point important. Et enfin, le dernier point, c'est que, à mon sens, l'entreprise, elle doit discriminer. Alors c'est un peu
provocateur que de le dire comme ça, sur des critères affichables. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si effectivement tout le monde a sa chance dans l'entreprise, quelle que soit son origine, son genre, quel que soit, etc., je ne reprends pas l'ensemble des critères, il faut que l'entreprise soit aussi claire et qu'elle affiche les critères sur lesquels elle différencie. C'est le potentiel, c'est la performance, c'est les compétences, peu importe, mais à un moment donné, il faut que ça soit clair. Parce que sinon, les managers qui sont ceux qui font vivre la diversité au quotidien, s'il n'y a pas des règles du jeu claires, ils vont se retrouver à discriminer sur des critères non assumables et non éthiquement posant problème. Alors, quelque part, vous répondez à la question de Bonaparte, mais justement, je vais la poser pour que ce soit bien clair. Bonaparte se demandait, diversité et méritocratie font-ils bon ménage ? Je crois que ça va de pair. La méritocratie, c'est l'égalité des chances. C'est quelqu'un qui s'est pris en main. Mais si on vous sélectionne justement sur un critère ethnique, sur un critère de handicap, c'est ça qu'on dit. Est-ce que ça évince le côté compétence ? Deux candidats à compétences égales dans un entretien de recrutement, bien sûr, s'il y a une personne qui est reconnue handicapée, on fera rentrer cette personne dans l'entreprise. Mais attention, ce que nous pratiquons, c'est que la personne peut rentrer avec une période d'essai si c'est un CDI ou avec un CDD d'une certaine durée. Le jour où se pose la question de savoir si la personne est pérennisée dans l'entreprise, ce sont ses mérites et ses compétences qui sont regardés. Et je crois que c'est le respect qu'on doit à une personne handicapée de ne pas s'être fait son poste dans une entreprise parce qu'il a un statut de personne handicapée, mais parce que ses mérites et ses compétences ont été reconnus. Donc à l'entrée, il y a le petit coup de pouce. À l'intérieur, j'ai reçu des personnes handicapées à qui j'ai dit « Votre handicap ne vous interdit pas de travailler un petit peu ». Et donc, on a essayé de travailler ensemble, mais malheureusement, nos routes se séparent. Et pourtant, j'avais un taux de handicap à faire monter. Je pense que c'est le respect de tous les collaborateurs que de les traiter sur cette méritocratie et sur ce travail. Il ne faut pas confondre politique de diversité et discrimination positive. Hein. C'est deux choses différentes. À un moment donné, est-ce qu'on est sur de l'égalité des chances ou est-ce qu'on biaise le jeu d'une manière ou d'une autre? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, là où on biaise le jeu, c'est souvent dans l'autre sens. On le sait, il y a un moment où il faut arrêter. Les discriminations, elles existent dans un certain nombre d'entreprises, elles existent intégrées inconsciemment par un certain nombre de managers, et c'est là-dessus qu'il s'agit de travailler en promouvant la diversité. Alors, vous avez parlé de discrimination positive, de taux. Justement, Pierre-Marie Argouarch, avez-vous des objectifs chiffrés en termes d'embauche s'inscrivant dans cette politique de la diversité? Avant de répondre, voilà, c'est notre rubrique Les postes à pourvoir. Un petit jingle et je vous laisse la parole. Alors, Pierre-Marie Argouarch. Le premier métier de la Française des Jeux, c'est l'informatique. On a des postes à pourvoir en informatique et notamment, bien sûr, sur tout ce qui est développement digital, puisque le digital est partout. Ça va faire un lien avec notre sujet. 80% de mes collaborateurs à la direction informatique, sur 350 personnes, sont des hommes et 20% sont des femmes. Je veux recruter des personnes de très haut niveau sur ces sujets informatiques. Je recherche, alors c'est un appel, si des jeunes filles veulent faire des études dans le domaine informatique, elles ont toutes leurs chances de trouver un job à la Française des Jeux, parce que oui, là où on a réussi à le faire, on a déjà amélioré, on voit que c'est beaucoup plus intéressant et plus divers. Et donc nos recrutements, c'est l'informatique, le marketing et le commercial, puisque c'est un petit peu les métiers de développement de l'entreprise. Vous recherchez des nouvelles recrues féminines, si j'ai bien compris. Féminines pour l'informatique, mais on avait un service juridique qui avait que des femmes. Et j'ai aujourd'hui pu intégrer dans les 3 ou 4 dernières années 4 hommes dans cette direction. Donc ça marche dans les deux sens, en effet, selon... voilà. On a des métiers plus féminins, des métiers plus masculins. Moi, je pense qu'il faut pouvoir, dans tous les métiers, avoir cette diversité. Et je parle en tant que manager, parce que je suis DRH, mais je suis aussi manager d'un service du personnel. J'ai eu à manager dans ma vie des services que d'hommes ou des services que de femmes. Je pense que... la richesse et la complémentarité des hommes et des femmes dans une entreprise, c'est ça qu'il faut viser. Alors, ce qui vous pousse dans cette recherche de politique de diversité, est-ce que ce ne sont que des idées nobles? Je me fais le relais d'Eliott. Les entreprises ont-elles des sanctions si elles ne respectent pas la diversité?
En effet, il y a des amendes s'il y a des taux qui ne sont pas respectés. Oui, et notamment ce fameux chiffre de 6% de taux de handicap, soit en emploi direct, soit en passant par des ESAT, comme on le dit dans le jargon, des établissements spécialisés qui, eux, emploient des personnes handicapées. On doit payer une subvention à un organisme qui s'appelle l'AGFIP. Je sais que les entreprises ont fait le choix, c'est plus simple, on paye la subvention et puis on n'a plus à s'embêter avec ce sujet. Clairement, dès qu'on a atteint le taux de 6%, on n'a plus cette subvention. Aujourd'hui, vous êtes on est à 6,55%. Vous souhaitez continuer, justement? Et en fait, je crois que le sujet, quel est l'être suprême qui aurait décidé qu'à 6% on est des gens bien et à moins de 6% on n'est pas des gens bien? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'apportent des personnes handicapées dans l'entreprise. Oui, je suis à 6%, je souhaite y rester pour que quand je recrute des personnes, ça soit la politique de l'entreprise qui les mette dans ces places-là et que je ne paye pas une taxe bêtement parce que je n'ai pas rempli mes obligations. Donc, je ne dis pas 7 l'année prochaine, 8 l'année suivante. Je pense que chaque entreprise est différente. Il y a des entreprises dans lesquelles recruter des personnes handicapées, c'est plus difficile que dans d'autres. Nous, à la Française des Jeux, on peut le faire. Est-ce que vous êtes capable de recruter sur tous les postes de la Française des Jeux Alors, le handicap, c'est très large. On a ouvert à tous les postes, mais le sujet, c'est plutôt le type de handicap. Mais pour nous, il n'y a aucune impossibilité. On a même équipé des personnes handicapées en télétravail de leur domicile qui interviennent sur nos systèmes de l'entreprise. Et ça aussi, c'est une forme moderne d'accompagner une personne handicapée avec un télétravail. Gilles Vernier. Il se trouve que j'accompagne la nouvelle direction générale de la GFIP en ce moment, avec mon cabinet Identité RH. Et eux, leur conviction, c'est que le sujet de demain, c'est le handicap mental, qui est le plus difficile à gérer. Maintenant, pour compléter la réponse qui était faite, les sanctions, oui, mais j'ai envie de vous dire, c'est des pouillèmes. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est l'entreprise qui veut s'internationaliser et qui ne recrute que des profils franco-français en se disant inconsciemment ou consciemment, lui, il a une autre histoire, une autre origine, j'en veux pas, elle se tire une balle dans le pied. Donc il y a un moment donné où travailler la diversité, c'est juste être performant pour demain. Et l'enjeu, il est d'abord là. Alors justement, si on parle très concrètement de la chaîne de valeur de l'entreprise, quel est l'impact de la diversité sur la stratégie marketing, sur la recherche et développement, sur la stratégie de distribution? Vous en parliez un peu tout à l'heure justement, quand vous disiez, il faut que notre personnel soit à l'image de notre clientèle. Est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez illustrer peut-être d'exemples concrets où la diversité a été en effet un avantage compétitif? On a à la Française des Jeux 35 000 points de vente pour nos produits de jeu et on travaille aussi sur l'accessibilité du point de vente. Bien sûr, tous les sites de la Française des Jeux sont accessibles, mais l'accessibilité du point de vente, ça devient un moyen futur que toute personne puisse jouer à nos jeux. Pourquoi y aurait-il une discrimination pour qu'une personne en fauteuil roulant n'arrive pas à rentrer chez le détaillant parce qu'il n'y a pas la petite rampe qui permet parce que les produits de la Française des Jeux et les autres produits, parce que le détaillant, il n'est pas forcément exclusif Française des Jeux, ne sont pas accessibles pour ces personnes handicapées. Donc en fait, on intègre cela dans nos créations, nos installations de détaillants Française des Jeux. On intègre cela dans nos sites internet, que ce soit le site public où on peut permettre à des personnes avec difficultés visuelles de voir ce que nous proposons. Donc en fait, c'est intégré dans la chaîne de création de produits, dans la chaîne de distribution de produits, dans la chaîne de commercialisation des produits, on a systématiquement ce regard sur le handicap. Et bien évidemment, si vous avez dans ce service une personne qui elle-même est handicapée, ça aide à la prise en compte de ce sujet. Gilles Vernier. Si vous voulez, je crois que la logique, elle est toujours la même. Elle est au bout d'un moment, est-ce qu'on est toujours dans l'entreprise taylorienne avec des exécutants qui, dans chacun des métiers, suivent une norme et qui donc doivent être tous câblés de la même manière? Ou est-ce que l'entreprise, à chacun des maillons de la chaîne de valeur, à chaque étape, dans chacun des métiers, elle est capable de confronter des points de vue différents avec des vécus différents et d'enrichir ce processus-là? On en est toujours là. Je vais vous raconter une anecdote et je vais m'autoriser à sortir du champ personnel. Ce qui, moi, m'a sensibilisé à ce lien entre diversité et performance. Il se trouve que j'ai un fils qui est handicapé, qui est sourd de naissance. Et quand il est entré au cours préparatoire, il y a eu une réaction des parents d'élèves sur le thème « il va retarder la classe ».
Et alors qu'avec la mère de mon fils, on était sur quels sont les arguments qu'on peut utiliser pour montrer qu'il ne va pas retarder la classe, là c'est l'institutrice qui nous a bluffé lors de la réunion avec les parents d'élèves en leur disant voilà ce que la présence de Bastien va apporter en plus à la classe. On ne sera pas que sur de la communication verbale, on va aussi utiliser l'audiovisuel. 2, les intervenants qui viennent dans la classe pour Bastien, l'orthophoniste, etc., bien évidemment, ils vont interagir avec l'ensemble de la classe. Et alors qu'il y avait eu cette première réaction des parents, à la fin de la réunion, ils sont venus nous remercier de la présence de Bastien. Et vous voyez, c'est ce lien à un moment donné, comment le fait d'intégrer des profils divers, alors encore une fois, on parle beaucoup du handicap, mais il y a les 19 autres critères, et notamment celui de la diversité d'origine. Parce qu'on sait que les entreprises font des progrès sur le handicap, qu'elles font des progrès sur la mixité, sur la diversité d'origine. Alors, certes, ce n'est pas mesurable en France, mais en tous les cas, là, c'est nettement moins convaincant. Vous voyez, au point que l'Institut Montaigne, qui a beaucoup travaillé sur la diversité au départ avec Claude Bébéard, et entreprises et personnels, après-demain organise une journée d'études, qui est ouverte à tous, sur justement la diversité d'origine. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça bloque dans les entreprises françaises? Alors, vous parlez de Claude Bébéard, en effet, qui avait lancé fin 2004 la charte de la diversité, avec Yazid Sabeg. Est-ce que vous êtes signataire d'ailleurs? Bien sûr, nous sommes signataires de la charte diversité. Mais pour rebondir sur ce que vient de dire Gilles, on a un problème de sourcing à propos des candidats d'origine et de quartiers réputés difficiles. Là encore, c'est la méritocratie. Je pense qu'ils existent, ces candidats, qui veulent s'en sortir issus de ces quartiers. Mais leur candidature n'arrive pas jusqu'à l'entreprise. On a un problème avec nos cabinets de recrutement. Donc nous, on a visité tous les cabinets avec lesquels nous travaillons pour leur dire, on s'appelle la Française des Jeux, la diversité, ce n'est pas une option, c'est un choix. Nous voulons, quand vous nous présentez des candidats divers. Et je peux vous dire que c'était pas si... Parce que le discours, c'est une chose, la réalité, c'est autre chose. Donc, il faut que ces candidats arrivent jusqu'à la porte du DRH pour être reçus et pour avoir leur chance. Et derrière, oui, la méritocratie fait qu'ils accéderont à des postes. On y arrive, mais il faut faire une démarche plus volontariste pour aller les chercher. Et il y a aussi peut-être des freins qu'on peut se donner soi-même. Et c'est pour ça que je voudrais vous interroger. Peut-être que vous avez des conseils aux futurs candidats. Et c'est notre rubrique, les conseils aux candidats. Et on commence par les 3 conseils CV. Alors, Gilles Verrier, avant de rentrer dans des conseils CV proprement dit, sur l'état d'esprit, en effet, que les candidats doivent avoir s'ils sont en situation, justement, peut-être, où ils peuvent faire l'objet d'une discrimination. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Alors, un préalable quand même. Je pense que la première responsabilité dans la promotion de la diversité, elle est dans l'entreprise. Dire à quelqu'un qui peut être victime de discrimination, voilà comment vous devez faire pour, ça vient derrière. Bon, une fois qu'on a posé ce préalable et que certaines entreprises sont très vertueuses alors que d'autres ont encore du travail à faire pour casser les stéréotypes, là effectivement, moi ce que j'ai envie de dire à un candidat, c'est il est riche de l'identité qu'il s'est construit, il faut qu'il en soit fier. Il faut qu'il en soit fier et que cette fierté ne soit pas excluante. C'est-à-dire que dans sa relation à l'entreprise, cette fierté, il la met au service de la relation. Comment je vais pouvoir, dans l'échange, enrichir cette relation? Comment je vais pouvoir avancer avec l'entreprise, non pas en mettant ma différence comme un étendard, mais en étant fier de ce que je peux apporter à l'entreprise. Vous voyez, il y a une citation de Saint-Exupéry dans Citadelle que j'aime bien. Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Que le candidat arrive dans l'entreprise avec cette logique-là, que l'entreprise soit aussi dans cette logique-là, et derrière, tout est permis. Pierre-Marie Argouache. Donc j'aime beaucoup Saint-Exupéry et j'aime beaucoup cette citation. Oui, les candidats doivent être eux-mêmes. Alors c'est un discours classique, être vrai, pouvoir exprimer quelque chose. Moi j'aime bien découvrir chez un candidat, qu'il soit issu de la diversité, quel que soit ce candidat, son moteur, à quoi il marche. Parce que chaque personne humaine, et moi je trouve que c'est la richesse des personnes humaines, a une passion, une envie, quelque chose. J'essaie de découvrir sous le CV et sous cette personne, donc une personnalité. Et là, c'est intéressant. Alors, justement, sur ce CV, est-ce que des conseils très pratiques? Alors, le CV, il doit être très très court. Je reçois encore des CV de 3 pages, donc je dis simplement que j'ai 50 CV par jour. Donc, vous voyez le nombre de... Et ça, c'est ce que je reçois papier. Et on a, sur notre base de données française des jeux, 10 000 CV déposés au plan informatique. Donc, court et avec un en tête. Je suis ça ou je veux ça, je souhaite ça.
Déjà, en une phrase, on a fait gagner du temps à celui qui trie les CV, parce qu'ils sont triés les CV. Et sur les CV, c'est vraiment un guide d'entretien. C'est-à-dire que le déroulé du CV doit être la manière avec laquelle on a envie de se présenter. Donc il y a un vrai travail à faire sur soi pour faire un CV. Ce n'est pas en prenant la chose comme ça, sans prendre le temps de le préparer. J'ajouterais juste un conseil, montrez la richesse de ce que vous êtes dans votre CV. Certes, il y a des rubriques obligées, certes, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, et on a tous des exemples de CV qui étaient quand même vraiment à côté de la plaque, mais en même temps, dans la ligne loisir, dans la ligne, montrez la richesse de ce que vous êtes. Profitez-en, c'est l'occasion pour vous de passer un message aussi à l'entreprise. Alors, on passe maintenant au conseil entretien d'embauche. Alors, Pierre-Marie Argouard, je vous avais déjà donné un élément de réponse sur l'état d'esprit. Vous attendez que les candidats vous disent à quel moteur, voilà, ils fonctionnent. Est-ce que vous avez d'autres conseils à leur dire? Et peut-être même pour justement comment on prépare ce discours-là pour montrer qu'est-ce qui nous anime? Je pense qu'une entreprise bouge et avance et a des projets. Si un collaborateur qu'on recrute n'a pas un projet de vie, s'il ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, s'il n'a pas rêvé à lui, dans 3, dans 5 ans, j'aimerais bien être ci, j'aimerais bien faire ça, je serais heureux, je serais fier si dans 3 ou 5 ans j'ai fait ceci. Saint-Exupéry dit aussi « Fais de ta vie un rêve et commence aujourd'hui ». Moi, j'ai besoin d'avoir des collaborateurs passionnés, qui ont des goûts, des couleurs, et toutes les passions sont possibles. Mais quelqu'un qui n'aurait pas ces critères-là, avant même de regarder le CV, avant même de voir autre chose, pour moi, c'est rédhibitoire. Alors Gilles Verrier, là je suis entouré de littéraires. Est-ce que vous avez peut-être un autre conseil littéraire issu d'une autre lecture? Non, écoutez, je crois que, on a évoqué les logiques essentielles. C'est au bout d'un moment, le candidat comme l'entreprise qui a bien compris les enjeux, ils ont le même intérêt au bout d'un moment. Est-ce qu'on doit être tous pareils? Est-ce qu'on doit être une armée de robots? Ou est-ce qu'on s'enrichit de cette diversité? C'est juste ça la logique derrière. Et je vous poserai maintenant une question aussi sur votre parcours, Gilles Verrier. Vous l'avez rappelé, vous êtes professeur à Sciences Po Paris et vous avez aussi également écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier en date qui s'intitule « Stratégie et ressources humaines, l'équation gagnante ». Est-ce que, selon vous, les RH doivent être un business partner? C'est ça ce que vous voulez dire? Moi, j'ai envie de vous dire… ce métier, on n'est pas là, on n'est pas une fonction support, on n'est pas une fonction administrative, on est là pour créer de la valeur, comme toutes les fonctions dans l'entreprise. Je pense que quand on promeut et quand on pousse une politique de diversité, on crée de la valeur. Quand on développe l'engagement des collaborateurs, on crée de la valeur. Quand on développe les compétences, les expertises dont l'entreprise a besoin demain, on crée de la valeur. Et ça suppose que le RH, le praticien RH, certes, il maîtrise la technique de son métier, mais qu'il soit ancré dans l'opérationnel et dans le business. Alors, business partner, ça ne veut pas dire aligné sur les objectifs court terme du manager qui, à un moment donné, va regarder ce qui se joue dans la demi-heure qui vient. C'est parfois se dire, tiens, c'est pour reconnecter avec la diversité. Je suis RH, je sais qu'on a une priorité de développement de l'entreprise en Russie, je dis n'importe quoi, à 5 ans. Comment je fais pour qu'aujourd'hui, mes managers, quand il y a des recrutements à faire, ils recrutent éventuellement des gens qui sont passés par la Russie. Ils n'en ont pas besoin aujourd'hui. Mais on va regarder un petit peu plus loin et puis on va préparer notre développement de demain. Donc vous voyez, business partner, en plus c'est une mauvaise traduction au départ, c'est les travaux de Dave Ulrich, plutôt stratégique partner. Je suis sur le terrain, je suis dans le business, je suis business player et puis à un moment donné, je contribue au projet de développement de l'entreprise. Pierre-Marie Argouard, est-ce que vous partagez cette vision? Est-ce que c'est cette vision moderne à laquelle vous aspirez? Est-ce que vous êtes, vous présidez le mouvement Génération RH qui veut promouvoir une vision moderne? C'est cette vision-là que vous voulez promouvoir? Exactement, c'est participer à la définition de la stratégie, mais avoir un rôle majeur dans la mise en œuvre pratique, dans la tactique. Il y a une différence entre la stratégie et la tactique. Je dis souvent que le DRH, c'est l'art du quand et du comment. C'est celui qui peut travailler sur… On a bien compris qu'on doit aller là. Moi, je suis breton, marin, tirer des bords en respectant un certain nombre de critères qui vont permettre d'atteindre l'objectif en écoutant les conseils du DRH. Là, le DRH est dans la prise de décision et souvent, c'est lui qui donne le là pour savoir comment avancer. Et je crois que c'est ça le rôle stratégique et tactique, le plus en amont possible. Plus on prévient ou plus un DRH sait à l'avance les étapes successives de la croissance de l'entreprise ou de la décroissance, mieux il fait son boulot. Quand on lui dit la veille pour le lendemain, il se passe ça, c'est ton problème, j'ose pas dire débrouille-toi, là,
ce DRH n'est pas en fait un DRH parce qu'il apprend les décisions en bout de chaîne. Il n'est pas au comité de direction, il n'est pas au comité exécutif, il n'est pas dans la stratégie de l'entreprise. C'est ça la définition du DRH moderne. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Au revoir. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci.